à tous, soyez les bienvenus. Merci de nous rejoindre. Bonjour Julie. Ravi de vous retrouver pour faire le tour de la question sur Europe 1 avec ces sujets d'actualité, des sujets dans l'air du temps aussi en seconde partie qui vous feront réagir. Et d'abord, je vous le disais, nous revenons sur l'émotion suscitée ces derniers jours par cette vidéo d'une prof agressée par un élève dans un lycée de Créteil. Ils la mettent en joue avec une arme finalement factice. Ses petits copains trouvent ça très très drôle et feront circuler la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est évidemment affligeant de bêtises, mais c'est surtout très grave. Comment l'autorité s'est-elle étiolée à ce point? Et que faire pour remettre des règles là où certains caïds les piétinent? Et puis à 10h, on va parler sport. Le sport sur ordonnance. La Haute Autorité de Santé veut encourager les médecins à prescrire à leurs patients une activité physique. Alors elle a publié mercredi dernier un guide. Alors attention, est-ce pour vous une bonne idée? Vous venez réagir au standard d'Europe 1. Julie, on rappelle un peu les modalités. Le 3921, 50 centimes la minute. Et pour Twitter, le hashtag Europe 1, bien sûr. Absolument, c'est parti. Bienvenue jusqu'à 11h. 9h, 11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Et avec nos invités pour décrypter cette agression d'une enseignante à Créteil, c'était il y a quelques jours. Et la vidéo qui fait le tour du web nous fait réagir, évidemment, alors que les professeurs et leurs élèves sont en vacances. Le ministre de l'Éducation ne veut pas laisser impuni ce nouvel acte de violence. Nous sommes avec Frédéric Rollet, enseignante à Lille. Bonjour madame. Bonjour. Enseignante donc et secrétaire nationale SNES-FSU, le syndicat national des enseignants de second degré. Michel Fize est également présent, sociologue spécialiste de la jeunesse, ancien chercheur au CNRS. Bonjour Michel Fize. Bonjour. Et Hervé Curower, éducateur. Vous avez été éducateur une vingtaine d'années pour l'éducation nationale, c'est à peu près 12 ça ans exactement, 12 ans. Bonjour. Et vous êtes aujourd'hui consultant éducatif privé auprès des familles en difficulté. Voilà. On va parler aussi de votre expérience. N'hésitez pas à réagir pour tout cela. Vos témoignages sont importants et vous ressentiez également, Frédéric Rollet, le sentiment qui domine chez vous lorsque vous voyez et revoyez cette vidéo qui tourne en boucle. Qu'est-ce que c'est? C'est la honte? C'est le désœuvrement? C'est d'abord la sympathie pour la collègue concernée, parce que ce qui lui est arrivé, évidemment, est particulièrement choquant et particulièrement dur. Ensuite, c'est à travers le hashtag, on le voit bien, le fait que certains... Hashtag pas de vague, voilà ce qui a circulé sur les réseaux sociaux. Ça libère la parole d'un certain nombre de collègues qui font part des difficultés quotidiennes de leur métier. Pourquoi ce terme, on rappelle aux auditeurs qui nous rejoignent, pas de vague, c'est en gros c'est ce que vous entendez quand il vous arrive ce genre d'incident ou d'accident dans les établissements? Pas de vague, on passe ça sous silence, c'est un gros mot. Ça n'est pas systématique, mais c'est vrai que trop souvent, il n'y a pas de prise en compte de problèmes professionnels. On renvoie trop souvent, par exemple, à l'enseignant, le fait d'un conflit en disant c'est parce que vous n'avez pas su faire, oui. Et il va être culpabilisé. Alors que justement, il s'agit de problèmes professionnels et on a besoin d'équipes soudées, et on a besoin d'une prise en charge collective quand se passent des incidents qui, heureusement, ne sont pas toujours aussi graves que celui dont nous parlons. Moi, j'ai été frappée, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo aussi, Julie, par la passivité du professeur. On dirait, la pauvre, qu'elle a été tellement habituée à ce genre de scène qu'elle a du mal même à réagir. Non, mais c'est qu'elle a peur, elle se fiche parce que... Écoutez, moi, je ne sais pas comment je réagirais. Non, ce que je veux dire, c'est que... J'étais braquée par une arme dont elle ne savait pas qu'elle était factice. Mais elle reste donc, très calme. on peut se dire aussi, il ne faut pas bouger parce que... Elle est peut-être tout simplement tétanisée de peur. Oui, voilà, ça peut déclencher autrement un geste malheureux du... Non, mais c'est ce qu'elle a déclaré elle-même, d'ailleurs. Elle ne voulait pas envenimer la situation, donc elle a préféré garder son calme. Et ne rien dire, simplement elle a commencé à s'exprimer lorsque la vidéo a été diffusée. Alors, si je peux me permettre, j'ai été moi très frappé, sans mauvais jeu de mots, par le fait qu'elle n'ait pas du tout mobilisé sa hiérarchie sur l'instant. Oui. Alors, oui, c'est ça, elle en a parlé qu'une fois que la vidéo a été diffusée par les élèves. Je veux dire, spontanément, elle n'en a pas parlé ni au proviseur, ni au CPE, enfin à personne. Alors, je ne sais pas si c'est un indicateur d'une chute de la confiance qu'elle peut avoir en la hiérarchie, mais alors c'est vraiment très étonnant. Et est-ce que ce sont les genres de témoignages que vous recevez, Frédéric Rollet? C'est-à-dire qu'on a du mal justement à en parler, on ne veut pas envenimer les choses, pour reprendre le terme de Michel Fize. Beaucoup de profs se sentent un peu abandonnés par leur hiérarchie. Les hiérarchies qui sont elles-mêmes prises dans ce qu'on appelle le management, le public, c'est-à-dire l'idée qu'il faut... fonctionner sur des indicateurs, donc minimiser le nombre d'incidents. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne veut pas aussi provoquer des éléments comme ce garçon qui sont peut-être difficilement gérables? Il y a deux types de choses. Il y a l'idée qu'il faut préserver ce que je partage complètement, la mixité sociale dans les établissements. Et que si on donne une image d'un établissement comme étant particulièrement violent, ça va décourager certaines familles. Ouais. Donc c'est tout le problème de la façon dont on aborde ce
type de questions. Il ne s'agit pas de faire des classements ou de la publicité en disant cet établissement, ce collège ou le lycée, c'est épouvantable. La plupart des incidents qui sont recensés par l'Éducation nationale, qui est un organisme de statistiques, c'est, si on regarde les derniers chiffres, c'est 13 incidents graves pour 1000 élèves sur l'année 2016-2017, l'année dernière. Incident grave, ça veut dire quoi? Incident grave, c'est justement attaque à la personne. Oui. Le reste, c'est plutôt ce qu'on appelle des phénomènes d'incivilité, c'est-à-dire des bousculades, des insultes. Violences verbales. Oui, voilà, violences verbales. Les violences verbales, elles sont très présentes, très ancrées. Michel Fil, pour les autres violences, c'est vrai qu'il n'y a pas de croissance, d'augmentation de ces violences-là, mais il y a une stagnation, en tout cas depuis ces 20 dernières années, quand vous regardez les chiffres. Alors, j'ai enquêté sur les violences verbales dans différents établissements de Paris et de province, dans les établissements publics, les établissements privés, accueillant des publics plutôt de milieux défavorisés et des publics de beaux quartiers. La violence verbale, elle est partout. Donc considérer effectivement, en s'en étonnant que ce qui est arrivé à Créteil est plutôt rarissime, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, moi je pense qu'on a laissé dériver cette violence des mots, et qu'on a permis qu'elle devienne des violences physiques, voire des violences sexuelles, voire cette agression. Alors moi, ce qui me frappe quand même dans cette affaire, c'est que pour le moment, on est à peu près, je vais le dire brutalement, au niveau zéro de la réflexion. Pourquoi ? Parce qu'on est d'abord dans le constat, un constat émotionnel. Cette scène est évidemment choquante. Alors, elle a comme vertu de libérer la parole des enseignants, qui depuis 30 ans, parce que ça fait 30 ans que ça dure, tout ceci n'est pas nouveau. Les enseignants se cachent, effectivement, parce qu'effectivement, ils avaient le sentiment de ne pas être soutenus par leur hiérarchie, qu'ils ne seraient pas reconnus dans leur mal-être et dans leurs difficultés quotidiennes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, d'important, et je crois qu'on n'a pas su prendre le taureau par les cornes au moment où il l'aurait fallu. Alors, on va quitter ce degré zéro de la réflexion, ce constat, pour aller justement plus loin. Jusqu'à 10h, c'est pourquoi vous êtes là, Michel Fiz, Hervé Curower et Frédéric Rollet, pour comprendre justement comment on est arrivé là. Je reviendrai sur cette réflexion de la violence verbale qui dérive sur la violence physique depuis ces 30 dernières années. N'hésitez pas à réagir comme Arnaud, auquel je vais donner la parole dans un instant. Il est papa de 2 enfants, 13 et 18 ans. Il nous appelle de Marseille. Il veut témoigner aussi sur cette violence banalisée, malheureusement. À tout de suite, Julie, avec donc vos témoignages au standard également. On fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Alors que la vidéo a fait le tour du web, la vidéo d'un élève mettant en joue son professeur, nous revenons sur les violences à l'école et les agressions d'enseignants avec Wendy Bouchard et ses invités. Et cette question, pourquoi en est-on arrivé là et que faut-il faire? Quelle réponse? Alors la réponse politique commence à arriver et on va vous livrer d'ailleurs les résultats d'un sondage dans un instant sur l'installation de portiques, de caméras, de détecteurs de métaux dans les établissements scolaires. Est-ce que c'est une première solution? Frédéric Rollet est avec nous, secrétaire national SNEF-FSU, syndicat national des enseignants du second degré. Vous enseignez à Lille, Frédéric Rollet. Michel Fiz, sociologue spécialiste de la jeunesse, auteur de La crise morale de la France et des Français. On y est, tenez. Et Hervé Curower, éducateur, consultant éducatif privé maintenant auprès des familles. Revenons d'un mot encore avant de donner la parole à Arnaud et Nathalie au standard sur la violence de cet acte. Vous souhaitiez le souligner de nouveau? Alors tout à fait. Je voulais quand même souligner la gravité de l'acte qui a été posé. Il s'agit d'un jeune mineur qui braque avec une arme prétendument à feu. Bon, c'était un airsoft, mais on n'est pas censé le savoir. Parce qu'il n'a pas assisté au cours et il voulait que la prof le note présent. Voilà. Ou absent même, il a confondu de lui-même la chose. C'était ridicule de toute façon. De toute façon, donc je veux dire, il se permet de braquer un enseignant dans une enceinte de la République. C'est très très grave. Il a fait 24 heures de garde à vue. Il est libre. Il va y avoir un conseil de discipline, mais c'est pas pénal. Il va passer devant un juge des enfants, mais on sait très bien qu'en France, le système juridique vis-à-vis des mineurs n'entraîne pas de grandes sanctions. Alors justement, donc vous dénoncez l'impunité, c'est ça? Un de ses... oui, bien sûr. Un de ses parents dit aujourd'hui, bon, faut pas exagérer non plus, c'était pas si grave que ça. Michel Fiz, je pense que, moi, je partage ce que vous dites. Pardon, Michel, juste pour compléter, et je pense que ça ne doit pas être sa première garde à vue. Il faut savoir que la première garde à vue peut intimider un jeune, la deuxième un peu, la troisième moins, et à la 5 ou 6e, il sort du commissariat comme un vainqueur. Non seulement pas intimidé, mais surtout ça a créé
un engouement collectif, Voilà. puisque cette vidéo a circulé sur Snapchat, sur le réseau des jeunes, et ça fait plaisir à toute sa clique. Si ça se trouve, c'était prémédité. Ce qui est très grave, c'est effectivement qu'à la banalisation de cette violence, on répond par une banalisation de la réponse. Exactement. C'est-à-dire que effectivement, on n'acte pas la gravité d'un geste qui était pour moi une menace de mort. C'est vrai. Parce que dans un cas ordinaire, pistolet factice ou pas factice, on s'expose aux mêmes poursuites pénales. Il suffit de relire un peu le code pénal. Voilà. Bon, de même, j'ai en mémoire le lynchage de ce jeune de 16 ans par tout un groupe de jeunes à peu près du même âge ou un peu plus âgés, où on a conclu, c'était un passage à tabac. Et moi, j'ai dit sur une antenne que c'était un crime, que c'était une tentative d'homicide volontaire. Voilà. Il faut qualifier les choses par leur gravité. Alors maintenant, évidemment, il ne faut pas s'embarquer dans des réponses inadaptées, mais il faut avoir le courage de dire que c'est extrêmement grave. Cet acte doit être pour vous... oui, parce que ce garçon dit, mais c'était une blague, on ne voulait pas faire de mal, etc. Non, oui. Là, si je peux me permettre, à minima, c'est centre éducatif fermé. C'est comparution immédiate, centre éducatif fermé, on est tranquille par tranche de 6 mois. Alors on va suivre la réponse judiciaire. Je ne suis pas juge, évidemment. On ne la connaît pas encore, mais pour vous, en tout cas, Frédéric Rollet, cet acte doit être... Il faut prendre la chose très au sérieux. Et justement, ne pas banaliser, même si lui ne prend pas conscience pour l'instant de la gravité de son acte, parce qu'effectivement, ils prennent ça comme une forme de dérision. Le but, c'est certainement pas d'en faire un héros auprès de ses camarades. C'est un peu le problème aussi maintenant de la diffusion sur les réseaux sociaux. C'est regardez ce que j'ai fait, moi quand même. Le ministre de l'Éducation a pris les choses au sérieux. Il y a un comité stratégique aujourd'hui pour essayer justement de trouver des solutions. Voir, mais rapides. Il faut vraiment qu'il prenne conscience que ce qu'il a fait est un crime. Et la famille également, qui ne peut pas se réfugier derrière le fait qu'il s'agit d'une plaisanterie. Maintenant, la chose importante, je crois, c'est... Bon, encore une fois, on est dans le constat. Voilà, les enseignants disent, voilà ce qui nous arrive tous les jours, voilà comment on nous parle, voilà comment on agit à notre égard. Bon. Le constat, il est maintenant fait, il est, je crois, incontestable. La réponse politique est une réponse, j'appellerais spontanéiste. On va rétablir l'ordre, voilà, rétablir l'autorité. Mais ça, c'est pas une réponse politique. Donc la première question, c'est, il faut se demander pourquoi, il y a une trentaine d'années, des élèves ont commencé à insulter les profs, jusqu'à ce témoignage, je rappelle, un prof en 1990 qui disait, mais finalement, ah oui, mais si on commence à relever tous les mots inconvenants à notre égard, on va passer l'heure de classe. Vous voyez, en 1990. Ouais. Donc c'est pas nouveau. Alors pourquoi ces jeunes ont commencé à être dans ce qu'on appelait la grossièreté à mon époque? Alors pourquoi certains auditeurs ont quelques éléments d'explication. Ils vont vous les livrer, vous allez partager, vous êtes spécialiste et vous pourrez leur dire voilà, s'ils sont sur la bonne voie ou pas. Et si surtout, fort de ce constat, on peut avancer ensemble pour une réponse beaucoup plus profonde sur le sujet. Antoine est un ancien enseignant, il nous rejoint dans un instant, ainsi qu'Arnaud de Marseille au 3921. N'hésitez pas à réagir aussi sur le hashtag. On a parlé de hashtag pas de vague, mais il y a un hashtag aussi pour cette émission, Julie. C'est le hashtag Europe 1, bien sûr. On attend vos témoignages, surtout si vous êtes vous-même, si vous avez été victime d'agression de ce type. Vous pouvez témoigner de manière anonyme si vous voulez être préservé, bien sûr. Bien sûr, à tout de suite. 9h, 11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Nous parlons jusqu'à 10h des violences à l'école avec Frédéric Rollet, qui est enseignante à Lille, Michel Fize, sociologue, et l'éducateur Hervé Curouer. Et on revient sur cet acte très fort, très agressif vis-à-vis d'une professeure de lycée à Créteil. C'était il y a quelques jours, mise en joue par un de ses élèves avec une arme au poing. Acte grave pour nos invités, évidemment, qui prouve qu'il n'y a pour ces jeunes-là plus aucun filtre, aucun respect, comme on dit aujourd'hui. Arnaud est avec nous depuis Marseille au 3921. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Et vous m'entendez ? Oui, je vous entends bien. Et merci de venir témoigner dans cette émission. Je sens que votre témoignage va nous éclairer aussi parce que, voilà, on parlait du constat. On a fait ce constat-là. Vous êtes papa, vous, de 2 enfants, 13 et 18 ans, si je lis bien votre petite fiche. Que vous inspire cet acte de violence grave dans l'enceinte d'un établissement scolaire ? Eh bien, déjà, ça m'inspire la peur, mais bon... On a déjà remarqué que l'escalade de la violence, c'est pas d'hier, quoi. Déjà on parlait déjà de portique dans les années 2010, je crois. Il y avait déjà eu un problème. Je sais pas si vous vous rappelez. On parlait déjà de portique à savoir si on allait mettre les portiques, détecteurs de métaux dans certains lycées dits à risque. Oui.
Voilà, je ne sais pas si les personnes qui sont avec vous... De toute façon, c'est un sujet, si, ils le savent, et c'est un sujet qui revient à chaque agression, Voilà, on repose sur la table. Et même, voilà. Mais donc, vous, cette violence, pour vous, elle est partout, au fond? Elle est partout, mais bon, elle est due à quoi aussi? Elle est due, la montée de la violence, elle est due à sa banalisation par les jeunes. Moi, je vois justement, j'ai une fille de 13 ans. Bon, ma fille de 18 ans, elle est assez, on va dire, elle a du recul par rapport à ça. Oui. Voilà, mais mon fils de 13 ans... Oui. Je te téléphone. Ah, Arnaud, vous êtes là? Vous êtes là, oui, Arnaud? je suis là. Voilà, et votre fils de 13 ans? Donc, mon fils de 13 ans, je vois, il joue à Fortnite et tout ça, là, les jeux où il tue gratuitement. Vous voyez, cette banalisation de la violence a fait que, bon, et la télévision aussi, au niveau des films, la violence des films, oui, de toute façon, l'école n'est pas hermétique à tout ça, Michel Fize. On sait bien, vous êtes sociologue de la jeunesse, vous le savez. Encore une fois, je crois qu'il ne faut pas stigmatiser une catégorie de la population et puis mettre de côté toutes les autres catégories qui seraient totalement propres, morales, décentes, civiles. Tous les jeunes sont touchés par les jeux vidéo et par les téléfilms. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est qu'on a une situation d'incivilité et d'agressivité générale. Les gens ne se parlent plus. Parce que c'est l'individualisme roi, les gens ne se parlent plus que par incivilité interposée. C'est aujourd'hui l'incivilité qui fait le lien social. C'est terrible, ça commence à l'école. On se communique, par des insultes, voilà. Mais ça touche toutes les catégories de population, encore une fois. Il y a de l'indiscipline dans les établissements pénitentiaires, par exemple, ce qui était impensable il y a 40 ans, sur les routes. Mais ça, c'est quoi? C'est le rapport à l'autorité? C'est le rapport à la contrainte? Oui, tout à fait. C'est une société qui s'est complètement délitée. C'est une société qui n'a plus de cadre moral. Il ne faut pas généraliser. Il y a des établissements dans lesquels ça se passe très bien aussi, Michel. Non, mais encore une fois, le problème de fond, c'est un problème moral. Notre société est à reconstruire par ses fondements moraux. D'ailleurs, il faut réapprendre la civilité de base. Annick nous dit au Standard, elle nous écrit de Loire-Atlantique, Frédéric Rollet, je suis surprise car on ne parle jamais des parents. Si les enfants sont mal éduqués, cela vient aussi des parents. Si nous voulons des résultats, il faut convoquer les parents, s'attaquer aux aides. J'ai eu 2 enfants et à 12 ans, je suis désolée, ils n'étaient pas dehors le soir. Alors vous faites aussi face à un défaut d'éducation aussi parentale à l'école? Je dirais pas de défaut d'éducation. Les situations familiales sont complexes. On a des familles monoparentales, on a des familles avec des horaires décalés qui rencontrent assez peu leurs enfants, en fait, c'est malheureusement. Donc, il s'agit pas de les culpabiliser. On a fait des efforts pour renforcer le dialogue entre les équipes éducatives et les familles. Le gros problème des enseignants, c'est le manque d'équipes pluriprofessionnelles dans un établissement. Un enseignant, il est tout seul dans sa classe, mais s'il doit gérer un problème important, il faut qu'il puisse en parler et y compris renvoyer quelquefois le jeune vers quelqu'un d'autre, psychologue, assistante sociale, infirmière, CPE, etc. Oui. Et quelquefois on peut désarmer une agressivité qui est latente. Oui. Et ça manque. De même, si vous voulez, pourquoi les jeunes dans les lycées professionnels, il y a plus d'incidents et en collège qu'en lycée général et technologique, parce qu'on a plus de jeunes qui ont le sentiment d'être en échec scolaire, d'être rejetés, et donc ça veut dire qu'il faut aussi travailler avec eux sur leur image, sur l'accompagnement psychologique, sur la formation des enseignants pour prendre en compte toutes les situations. C'est des réponses de long terme, mais c'est vrai que ça fait trop longtemps qu'on néglige, que l'institution laisse un peu les profs seuls. C'est ce que vous avez fait pendant 12 ans, vous, éducateur Hervé Kerouer. Vous étiez proche justement de ces équipes-là, vous cibliez les éléments un peu plus fragiles, vous les accompagnez dans... Alors, nous, c'était un petit peu particulier. On avait des jeunes en rupture scolaire, en délinquance très souvent. Et nous avions des groupes de 14, 15, 16 jeunes, des garçons. Je m'occupais des 15-18 ans en internat et en classe. D'accord. Donc là, l'idée, c'était avec un niveau cognitif assez faible, CM1, CM2, avec des quotients intellectuels tout à fait normaux, voire supérieurs. Il faut savoir que... Qu'ils avaient 15 ans, ils avaient le niveau de CM1, CM2, 17-18 ans, oui, CM1, CM2, tout à fait. Oui. Oui, mais beaucoup de retard à l'école. La classe charnière, là où tout c'est quoi ? Le CP. Le CP. Le CP, à chaque fois le CP. Le CP parce que l'enfant arrive en septembre, il ne sait ni lire ni écrire, enfin il sait écrire son prénom, compter jusqu'à 10. Et à la mi-janvier, il doit déjà avoir acquis un peu de lecture, un peu d'écriture. Et celui qui ne l'a pas acquis, malheureusement, est un petit peu
Il est largué. À la fin du train. Il est là aussi le constat, c'est-à-dire qu'il faut remonter toute cette chaîne-là aussi de responsabilité Donc, dès le CP. Voilà. Plus les problèmes de délinquance qu'il trimballait, qu'il traînait avec eux. C'est ça. Donc nous, on n'avait pas le choix, il fallait absolument qu'on les intéresse. On pouvait rien leur imposer sur un plan cognitif, évidemment. Après, au niveau j'ai employé un gros mot, de la discipline, il fallait que nous soyons leurs référents, avec des limites claires et établies. Et là, vous arrivez forcément un peu tard. Ah non, pas du tout. Non. Vous arrivez à sauver aussi un certain nombre de ces jeunes. Oui, on les emmenait à des CAP maçonnerie, peintre en bâtiment. C'est ce qu'on avait aussi. Parce qu'il y a ils sont en nombre relativement limité, ils ont un référent, Non, il y en avait quand même 250 dans l'établissement. Non, mais je veux dire, pour un adulte, quand vous parlez de 15 à 16, parce que nous, le problème aussi dans les classes, c'est ça, c'est que quand vous avez 30 élèves, 35 en lycée... Oui, mais vous savez, madame, quand vous avez 15-16 garçons qui, à eux seuls, c'est-à-dire vous les prenez en individuel... Non, mais je ne dis pas que c'était facile. La question est pas... mobilise une énergie folle, je vous garantis que c'est... Non, mais la question du nombre de jeunes à encadrer est une vraie question. Bien sûr, tout à fait. Je pense qu'il y a deux axes maintenant à privilégier. Il faut pratiquer ce que je ne sais plus quel auteur avait appelé le réarmement moral de nos concitoyens. Et d'autre part, il faut produire de la réussite pour tous, et d'abord de la réussite scolaire. Voilà. Alors maintenant, encore une fois, il faut savoir que ce bien conduire s'apprend. Donc, pour revenir au rôle des familles, je crois que les familles ont oublié au fil du temps que pour qu'une valeur soit acquise, il faut d'abord qu'elle soit nommée. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'est un peu dit quand même, l'école est un sanctuaire, ce qui se passe à l'école appartient à mon enfant et au corps enseignant, et on s'est un peu trop désengagé de ça. Ça vaut aussi pour l'école. En Allemagne, par exemple, il y a une formation au respect, à la tolérance de l'autre, dans tous les Länder. Voilà, ça fait partie du corps civique de l'enseignement scolaire. L'éducation civique aussi, avec des initiales majuscules. Michel Fize est avec nous, sociologue de la jeunesse, ainsi qu'Hervé Curower, éducateur, et Frédéric Rollet, enseignante à Lille et secrétaire national SNES FSU. Vous êtes très nombreux à nous appeler au standard. Je vais donner la parole dans un instant à Michel, à Antoine aussi, Julie. On est ensemble jusqu'à 10h sur cette question. 39-21 pour nous joindre. Europe 1. Violence à l'école, comment en est-on arrivé là? C'est le sujet de notre débat aujourd'hui, Wendy Bouchard. Absolument, selon une source officielle, on compte chaque jour 442 incidents graves dans des collèges et lycées. C'est un chiffre important, mais qui stagne depuis des années et qui reste évidemment préoccupant. La majorité des violences sont verbales. 3% de ces violences contiennent des armes à feu. Mais on n'est pas là pour faire une caricature, évidemment, de l'éducation nationale. Ça se passe très bien dans une majorité d'établissements. Simplement, ces actes forts doivent nous alerter. Pourquoi en est-on arrivé là? Comment on peut inverser la tendance, réarmer moralement, pour reprendre l'expression que vous avez dite il y a un instant, Michel Fize. Est-ce que vous pouvez nous livrer un peu votre expérience avant d'accueillir Antoine, Marie et Michel au standard? Hervé Curower et Frédéric Rollet, éducateur d'un côté, enseignante à Lille de l'autre. Lorsque vous avez ces jeunes en face de vous, avec ces actes graves, par exemple une mise en joue, une simulation de prise d'otage, de braquage, qu'est-ce qui se passe dans leur tête à ce moment-là? J'ai envie de vous parler du mimétisme. Il n'y a pas longtemps, on a eu 2 de leurs icônes rappeurs qui se battent à Orly. J'ai pas du tout envie de prononcer leur nom. Pour eux, ce sont des héros. Voilà. Ils sont partis libres, ils ont fait 3 semaines de préventive, en isolement, je crois. Parler des clips, tout ce qu'on voit à la télé, sexe, argent, violence. C'est ça leur univers. Donc forcément, pour rigoler, qu'est-ce qu'on fait? On sort un petit airsoft, on braque la prof de français, c'est rigolo. C'est ça. Leur smartphone, justement, ça fait l'objet d'une étude, leur appartient. Voilà, c'est un univers clos qui est dans leur poche et qui les amène à n'importe quoi. Les phénomènes, oui, ça c'est sûr. Et à diffuser, bien sûr. Donc moi, ce que je pense, c'est que ça va recommencer. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. C'est arrivé une fois, ça va certainement recommencer. Ça peut recommencer puissance 10 si le jeune n'est pas sanctionné plus que ça. Petite garde à vue. Un petit rappel à la loi, une admonestation peut-être. C'est pour ça que ça leur paraît pas grave. C'est pas grave pour eux. C'est pas grave, c'était pour rigoler, madame. C'est ça qui se passe dans leur tête très souvent. Moi, j'ai assisté aussi à des attouchements sexuels d'adolescents vers une prof de français. Qui était très jeune, qui sortait de formation, qui a été balancée chez nous. C'est pas grave, c'est pour rigoler. Ah oui, mais c'est très très grave. C'est banalisé, c'est minimisé. Pour citer, permettez-moi, un cas encore plus tragique, le viol commis par 3 petits garçons de maternelle de 4 ans contre une petite fille du même âge.
récemment dans le 13e arrondissement de Paris. Voilà, ça en dit long sur la montée des violences et de la gravité avec l'inconscience probablement qui accompagne ces actes. Alors bon, là, je pense qu'on ne peut pas répondre à la question du pourquoi sur des petits, si petits que ça, c'est terrible. On comprend mieux le cheminement dans ce que vous décrivez. Laissons la parole à la Frédéric Rollet aussi qui enseigne, et vous avez ces jeunes aussi face à vous parfois. Oui, il faut distinguer ce qui est les incivilités quotidiennes, mais dans beaucoup d'établissements ça se passe plutôt bien parce que justement on explique aux jeunes qu'à un moment, quand on est dans une collectivité, il y a des règles, tu arrives en retard, tu es sanctionné, tu es absent sans excuse, Et puis il y a des établissements où on sait que on a des populations qui ont des difficultés sociales, culturelles et donc scolaires souvent très importantes, et qui nous renvoient une forme de violence de la société en disant oui, de toute façon moi, à quoi ça sert que je vienne ici, puisque je sortirai mais j'aurai pas de travail, je cherche un stage, je suis discriminée. Donc, et encore une fois, ce qui est insupportable, c'est le débat quelquefois entre vous les excusez. Le problème, c'est pas d'excuser, c'est un moment d'essayer d'expliquer, parce que quand vous expliquez, vous trouvez mieux ensuite les ressorts, les solutions, quoi. Donc la question de la mixité sociale, la question de l'échec scolaire, elle doit être traitée très à fond, mais après il faut vraiment prendre aussi au sérieux ce que disent les enseignants, le fait qu'à un moment on peut pas les laisser seuls, quoi, et que là tout ce qui est révélé par le hashtag, c'est il faut quand même donner l'impression que tout va bien partout, et donc on va pas prendre à bras le corps avec une équipe, avec l'équipe de direction, avec l'ensemble de l'équipe éducative des problèmes, et pour trouver des solutions collectives. Mais par exemple, dans les situations d'échec scolaire et qui sont plus apparentes dans les zones d'éducation prioritaire, un petit peu plus, là vous faites appel à des éducateurs quand vous voyez vraiment des jeunes qui perdent pied. Comment ça se passe justement? Parce que on vous dit une fois, deux fois, de toute façon je trouverai pas de boulot et je suis nulle et de toute façon la société est pourrie. Qu'est-ce que vous répétez et qu'est-ce que vous leur dites après 4 ou 5 ans de scolarité? On leur dit quand même que toutes les statistiques montrent qu'avec un diplôme on est quand même moins au chômage que quand on n'a pas. Ça, c'est une réalité. Essayer de trouver des exemples valorisants. Et après, vous avez des aides. Mais c'est vrai que c'est très chronophage le temps, parce qu'il faut aussi avoir d'autres interlocuteurs pour le jeune que le prof. Et ça ralentit aussi les autres élèves. Ce que nous dit Michel de Seine-et-Marne, tout l'enseignement est touché par ces violences. Mes petits-enfants sont perturbés par le comportement des autres élèves. Ils avancent moins bien, bruit constant, etc. C'est une chaîne aussi de diffusion. Encore une fois, et je partage ce que vous venez de dire, la réponse à la violence, c'est pas la répression. Donc c'est pas les portiques de sécurité, c'est pas le rétablissement des estrades qui ferait 1 mètre de haut en classe. Ça peut non, faire partie d'éléments de solution. Non, parce qu'encore une fois, nous avons changé d'époque, nous sommes dans une société démocratique, nous ne sommes plus dans des sociétés de puissance paternelle. Donc le schéma ancien est un schéma à jamais périmé. Vous savez bien que c'est un processus de dissuasion. Donc je pense qu'effectivement, par rapport à ce que vous venez de dire, Madame Rollet, je partage tout à fait. Il faut redonner de l'espoir. Ces jeunes manquent d'assurance. Ils ont besoin d'être rassurés, de penser qu'ils ont encore un avenir. Merci Michel Fison. Ça veut dire qu'il ne faille pas de sanctions. Quand il y a besoin d'un vrai conseil de discipline, il faut qu'il ait lieu. Les sanctions toujours adaptées. Justement, Antoine veut réagir sur les sanctions enseignants en retraite. J'aimerais citer Odile, qui elle-même cite du Platon. Décidément, nous avons un haut niveau de réflexion. Et Marie de Clermont-Ferrand au standard avec vous, Julie, pour nous accompagner jusqu'à 10h sur ce sujet. Appelez-nous au 39 21. 9h, 11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Europe 1. Sur les violences à l'école, on a posé une question Facebook, bien sûr, comme on le fait tous les jours. Êtes-vous favorable à l'installation de portiques, de caméras, de détecteurs de métaux dans les établissements scolaires? Il faudrait des détecteurs de plastique aussi pour les pistolets factices. Oui, à 71% favorable. C'est énorme. Avec quelques témoignages. Fabien nous dit déjà uniforme obligatoire. Et un simple portique, pourquoi pas, mais avant tout l'éducation. Patrick nous écrit: les Français adorent les contraintes sécuritaires, c'est donc un faux débat. Le problème étant que les téléphones sont désormais interdits et qu'un gamin peut rentrer un flingue dans une école, chercher l'erreur. C'est un flingue en plastique, mais quand même. Et puis Angèle: je serais plutôt favorable à l'installation d'assistants d'éducation, d'infirmiers, de psychologues, de professeurs, d'éducateurs, éducatrices à chaque fois, elle-même au féminin, d'animateurs en nombre suffisant, bref, d'humanité dans les établissements scolaires. Elle a raison, Angèle. Là, vous êtes tous d'accord sur la réponse d'Angèle, humanité. Oui, parce que on voit l'interdiction du téléphone portable. La réponse quand même du ministre, l'incident très grave qui s'est produit,
elle est quand même complètement décalée. On va interdire les téléphones portables aussi dans les lycées. Pourquoi ? Parce que ça a été filmé et diffusé et que c'est ça qui a engendré la diffusion, aussi. ça amplifie les phénomènes. Mais de toute façon, d'abord, c'est déclaratif parce que on fouille pas les élèves. Hein, donc, vous n'avez pas le temps. Ça prend 3 heures à l'entrée et à la sortie. De toute façon, on n'a pas le droit. Oui. Donc, l'élève qui cache son téléphone portable, qu'il rentre quand même dans l'établissement, c'est tout. Il sera là. Donc, la réponse, elle doit plutôt être humaine que matérielle. Les portiques, d'abord, ça peut être très très long parce que faire entrer tous les gamins à 8 heures quand il y en a 600 dans un lycée ou 400 dans un collège, ça va ralentir. Il va falloir qu'ils arrivent 1 heure à l'avance. Bon, donc il reste la vidéosurveillance quand même. Dans les cours, de toute façon, vous avez du matériel dans les établissements scolaires. Il y a des cours de techno, il y a dans les lycées professionnels des cours. Il y a des outils qui peuvent devenir des armes. Le problème, c'est à un moment de dire il y a des cadres, il faut des personnes, il faut. Alors un peu de flicage. Est-ce que la vidéosurveillance, c'est pas bien dans les couloirs ? Non, mais il y a des coins, il y a des angles morts, il y a des machins où on peut faire des choses un peu graves. Il faudrait davantage d'assistants d'éducation. C'est vrai qu'il y a des zones. Quand on regarde les statistiques, le maximum d'incidents se produisent dans les zones collectives des établissements, la cour de récréation, les couloirs, parce qu'effectivement, il y a personne, il n'y a pas d'adultes parce qu'ils sont en nombre insuffisant. Et alors, si vous rajoutez des caméras, quel est le problème ? Le problème, c'est surtout plutôt d'avoir des gens, parce que la caméra avant d'avoir des gens, Frédéric Rollet, vous allez c'est une bonne chose la caméra. Ensuite, c'est dissuasif. Il va falloir passer son temps à la convoquer, à convoquer l'élève à la vie scolaire, chez le principal, etc. Vous le surprenez, il y a quelqu'un dans le couloir, vous lui dites, moi, on le fait régulièrement en collège, on envoie, tu descends à la cour de récréation, tu restes pas dans le couloir parce que vous n'avez pas passé votre vie à faire ça, Frédéric Rollet. Vous dites vous-même que ça vous épuise, c'est pas votre boulot. Parce qu'il faudrait qu'on soit plus nombreux. C'est ça. Et les éducateurs, vous avez quitté l'éducation nationale aussi pour ça, Frédéric Rollet ? Oh non, moi pour plein de raisons, mais je crois pas que ça soit le thème aujourd'hui. C'est pas le thème du jour, non. Mais... Non, moi je voudrais revenir sur les portiques. Je suis plutôt favorable. Alors, c'est pas la panacée, c'est pas la solution. Ça peut être un moyen de détecter certaines choses. Les outils dont vous parliez restent à l'intérieur de l'établissement. Moi, je parle d'objets qui rentreraient dans l'établissement, des armes. Des couteaux. Dans le moindre centre commercial, on est scanné, les sacs à main sont ouverts, les sacs à dos sont ouverts. Vous vous rendez compte, on en arrive. C'est-à-dire qu'avant, l'école était un sanctuaire de discipline. C'est plus le cas, il faut s'adapter. Ça a été très très grave. L'acte posé est super grave. On est d'accord. Voilà. Et puis on n'est pas à l'abri qu'un jour, un jeune qui se soit fait embrigader se fasse exploser dans l'enceinte d'un établissement. Il faut attendre ce moment-là. Non, mais je pense encore une fois que l'idée de réactive des portiques de sécurité est une fausse bonne idée. Elle renvoie l'idée que l'école serait par définition un lieu d'insécurité, un lieu à haut risque qu'il faudrait absolument protéger. Pourquoi pas imaginer aussi de grands murs de 10 mètres de hauteur. Non, je crois qu'il faut réorganiser la vie scolaire, redéfinir un contrat scolaire, un contrat de vie de classe déjà entre l'enseignant et les élèves, travailler davantage le collectif professoral. Vous avez raison. Je pense que c'est pas normal qu'en 2018 le professeur soit encore quelque part un maître à l'abandon dans une salle de classe, mais maître tout de même, voilà, et pas protégé par sa hiérarchie. Voilà. Donc je crois qu'il faut réintroduire de la moralité. Voilà. Il n'y a pas de société, il n'y a pas d'institution, de communauté sans mœurs qui permettent le vivre ensemble. Et Mylène vous rejoint tous sur le sujet. Elle nous écrit de Tourcoing. C'est dès la maternelle, au primaire qu'il faut agir. Arrivé au collège, c'est trop tard. J'ai fait du soutien scolaire. J'ai constaté que dès le primaire, dans certaines écoles, des élèves de 8 ans avaient déjà des canifs dans leur cartable. On parle du contexte social, mais ce n'est pas une raison. Tous les milieux sont touchés par le sujet. On se retrouve dans un instant, dernière partie pour discuter de ce sujet-là. Il nous faudrait bien plus qu'1 heure pour faire le tour de la question. On n'est pas présomptueux et on vous retrouvera sur le sujet dans les semaines qui viennent. À tout de suite. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Les violences à l'école sont-elles possibles ? On en parle avec les invités de Wendy Bouchard. Frédéric Rollet est enseignante à Lille, elle est secrétaire nationale du syndicat SNES-FSU. Michel Fize est sociologue spécialiste de la jeunesse. Et on en parle aussi avec l'éducateur Hervé Kurower, qui est consultant éducatif privé et créateur de Consultéduc. Oui, il y a beaucoup de choses à revoir évidemment. Cette discipline inculquée aussi dès l'entrée au CP, classe charnière. Les mesures urgentes aussi pour répondre à ce genre d'actes si violents. On va en parler avec nos invités. Mais d'abord, accueillons Antoine dans cette réflexion. Antoine qui nous appelle des Côtes-d'Armor et qui veut témoigner en tant qu'enseignant en retraite. Bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous travaillez dans un lycée professionnel, je le souligne. J'ai travaillé, je suis en retraite depuis 20 ans du lycée professionnel. Je voudrais vous dire que
j'ai remplacé un professeur de dessin, hein, c'était pas ma matière, mais j'avais fait du dessin, et j'ai fait cours, et les notes sont apparues à 4, entre 4 et 8, hein. Et on m'a dit, l'autre professeur, il notait beaucoup mieux que vous. Oui. De fait, il notait entre 14 et 16. Mais il faut savoir que l'argent étant le nerf de la guerre, tous les enseignants sont notés et ont une note administrative. Et en fonction de la note, ils passent au petit choix, c'est-à-dire ils prennent des échelons beaucoup plus vite. Alors, mais quel rapport avec la violence, Antoine ? Alors, la violence, eh bien, comment on contrôle si un professeur est bon ? Le proviseur passe dans le couloir, si la classe est calme, le professeur, c'est un bon professeur, ça travaille, hein, même si on a 4 en valeur absolue. Oui. Et alors, bon. Il ne faut pas faire de vagues pour pouvoir avoir une bonne note administrative. Ah voilà, donc vous revenez avec ce pas de vague, c'est le message qu'on entend. Moins il y a de conseils de discipline, moins il y a d'administratif, mieux l'établissement se porte. Bon, c'était il y a 20 ans pour Antoine, mais est-ce que ça quand même ça perdure, Frédéric Rollet ? C'est-à-dire que alors le système d'évaluation des enseignants a changé. Oui, bon, ça, on a c'était beaucoup, un peu hors sujet, beaucoup œuvré pour la question parce que effectivement certains collègues hésitaient à faire part de difficultés professionnelles et encore une fois c'est pas des difficultés individuelles en se disant je vais être pénalisé. C'est ça, on a peur de mal c'est faire, tout le système de management qu'on dénonçait, dans lequel sont aussi pris les chefs d'établissement. Effectivement, on a vu des rectorats dire il y a trop de conseils de discipline dans mon académie, il faut revenir à la moyenne nationale. Le but, c'est pas ça. C'est pour ça qu'il y a des actes qui sont passés sous silence quand même. Il faut s'interroger pourquoi il y a des conseils de discipline. Est-ce que c'est la bonne réponse ? Est-ce qu'ils sont dimensionnés à la faute commise, etc. Plutôt que d'avoir une politique du chiffre. Là, je veux dire, la mesure urgente pour moi, c'est d'abord d'accompagner la collègue, d'accompagner tous les profs, parce que, y compris en prenant très au sérieux les questions de santé au travail, hein, le CHSCT qui a pris pas mal d'ampleur dans l'éducation nationale, parce qu'il y a pas mal de profs qui disent aussi c'est ma santé maintenant qui est en jeu. Ouais. L'accompagnement, très important. Hervé Curower, mesure urgente pour vous en qualité d'éducateur ? À mon sens, ce serait la formation. La formation de qui ? Des enseignants. Parce que pour être passé par là, moi je n'ai vu ni de formation au niveau de la gestion de groupe, ni de formation au niveau de la gestion de conflit. Est-ce qu'ils ont le temps ? Mais bien sûr, on a 1 an pour être formé. Non mais d'accord, mais au quotidien, je veux dire, de faire de la gestion de groupe. Non, mais quand on arrive... avec un stage qui prend beaucoup de temps. Ça, on leur demande déjà tellement. Alors peut-être un éducateur dans chaque unité. Non, mais j'étais éducateur enseignant aussi. Oui. Et j'ai commencé en étant au premier degré. Je suis passé par l'UFM, endroit dans lequel, je suis désolé de le dire, j'ai pas appris grand-chose. Ouais. Et puis aussi comment on détecte un peu certaines carences cognitives. Je peux vous donner un exemple très rapidement si vous voulez. Rapidement. Voilà. Vous faites une séquence de lecture avec un jeune de 15-16 ans qui vous décrète « Non, moi je veux pas lire. J'ai pas envie de lire. » Traduction, j'ai beaucoup de mal à lire et j'ai pas envie de m'afficher devant les autres. Ouais. Si vous ne comprenez pas ça, si vous n'êtes pas formé, vous rentrez en conflit direct. Ouais. Voilà. Ouais, si vous prenez le temps de lui dire tu veux pas lire, pas de problème, ne lis pas. Au bout d'un moment, vous faites lire tous les autres sauf lui, il va vous demander à lire. Il va même vous supplier de lire. Quand vous êtes des 10 professeurs de l'équipe pédagogique, vous avez 30 élèves en face de vous, c'est plus difficile. Non, on peut faire exactement la même chose. Le tout, c'est de le savoir et d'être formé correctement. Et moi, donc, pour résumer, ce serait la formation. Parfait, merci. Et pour terminer, vous ? Je crois qu'il faut les deux. Mais Michel formation et effectif. Sociologue de la jeunesse, pour terminer. 2 choses. Ce que j'ai appelé tout à l'heure le réarmement moral par la politesse. Le monde moral est dans les mots, disait Sartre. Donc des cours d'éducation civique ? Oui, mais plus que ça, des cours d'éducation sociale. Et puis peut-être lancer un appel à l'établissement d'états généraux sur les violences scolaires, en mettant autour de la table tous les partenaires, sans oublier les élèves, parce que c'est pas uniquement les familles qui doivent intégrer cette réflexion, c'est également les élèves. On ne fera rien pour les réponses aux violences scolaires sans associer les élèves eux-mêmes. Merci. Vous n'avez pas pu citer Aristote, Odile non plus n'a pas pu citer Platon, mais j'en donne quelques mots. Voilà, lorsque les pères s'habituent à laisser faire leurs enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter. 3 petits points. Je vous laisserai redécouvrir Platon grâce à Odile qui nous appelait d'Aix-en-Provence. Pardonnez-moi de ne pas vous avoir donné la parole, mais c'est passé vite. Merci déjà d'avoir dressé avec nous les enjeux, le constat face à ces violences
violences, Frédéric Rollet du SNES FSU, Michel Fize, La crise morale de la France et des Français, c'est aux éditions Mimesis, et Hervé Curower, consultant éducatif privé auprès des familles en difficulté. Merci beaucoup. À tout de suite, Julie, pour parler du sport sur ordonnance. Oui, et avant cela, un rappel de l'actu et un point météo. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.